Rebonjour à toutes et à tous. On est à nouveau après l'hémicycle, après cette journée de niche parlementaire. Jean-Luc Mélenchon, donc Jean-Luc nous rejoint. Tu as passé la journée dans l'hémicycle pour la niche et tu as notamment défendu la proposition de résolution que tu présentais sur l'annulation de la dette publique. Est-ce que tu peux déjà dire aux gens pourquoi tu as remis cette proposition-là maintenant sur le devant de la scène et dans le débat public, et notamment pendant la durée du confinement? La difficulté qu'on a dans le contexte, c'est que beaucoup de gens pensent que, comme l'épisode de crise sanitaire a l'air de se dissoudre, en quelque sorte, on dirait que le virus, en effet, est saisonnier. Beaucoup de gens ont l'impression qu'on tourne la page, que bon, on est passé à autre chose, la vie va recommencer comme avant. Mais en réalité, c'est seulement maintenant que commence la deuxième phase de cette saison politique, on va dire en quelque sorte. C'est la crise sanitaire, de la crise sanitaire à la crise économique et sociale. Mais les gens n'ont pas idée de ce qui pourrait s'annoncer. Et donc il faut faire une proposition qui nous permette de sortir de ce moment dans les meilleures conditions possibles. Et ces meilleures conditions, c'est que l'État puisse à nouveau intervenir dans l'économie massivement. Alors, comme on entend beaucoup parler de milliards, de plans de relance, de tout ça, beaucoup de gens pensent que bon, de l'argent, il y en a déjà beaucoup qui circulent, mais c'est parce qu'ils ne se rendent pas compte des masses réelles dont on parle. Ce sont des sommes dérisoires par rapport à la masse de la richesse du pays ou à la masse de la richesse de l'Europe, alors que c'est une récession comme personne n'en a connu dans l'histoire, je ne sais pas, au cours d'un siècle ou peut-être un siècle et demi en arrière. Donc on a un calendrier qui est assez terrible qui arrive devant nous. Au mois de juin, les entreprises rendent leur bilan semestriel et trimestriel. Les deux se recoupent. Et à ce moment-là, les banques regardent leurs comptes et disent si elles vont leur prêter ou pas de l'argent, comme d'habitude, parce que d'habitude, ça se passe comme ça. Mais là, c'est dans un contexte plus dramatique, c'est-à-dire que les banques vont se dire, bon, quelles sont les chances pour telle activité ou entreprise pour pouvoir bien fonctionner. Et puis arrivera au mois de septembre la décision des banques à l'égard de ces entreprises. D'accord ? Et en même temps, il y aura 700 000 jeunes qui arriveront sur le marché du travail. Il y a déjà 4 millions, presque 5 millions de chômeurs. Donc 700 000 jeunes qui arrivent. Et puis les gens ont les frais de rentrée scolaire. Et puis septembre, octobre, c'est le moment où on rentre le fuel ou ce dont on a besoin pour le chauffage dans les habitations individuelles. Donc les gens vont vraiment être pris par beaucoup de demandes à ce moment-là, plus leurs arriérés. Les loyers qui n'ont pas été payés ou retardés, les factures d'eau ou d'électricité qui n'ont pas été payées et qui sont retardées. Bref, on a là un effet qui peut être terrible. Et puis arrivera le mois de décembre, et au mois de décembre, toutes les entreprises qui ont accepté, qui ont pris les reports de cotisations sociales ou les reports d'impôts et tout, il faudra payer à ce moment-là. Plus le fait que c'est le moment où elles devront ou rembourser l'emprunt qui a été fait dans le cadre du plan d'urgence, ou bien reprendre avec leur banque un emprunt dans la durée. Donc moi je suis très inquiet de tous ces chocs qui vont arriver. Alors, le cumul des chocs, quoi. Voilà, 5 millions de chômeurs. Bon, personne ne sait ce que ça donne, le fait que les États-Unis s'enfoncent dans la crise, parce que les États-Unis, c'est un des grands clients, acheteurs et vendeurs aux Français. Donc l'idée d'annuler la dette, c'est redonner à l'État la possibilité de emprunter de son côté. Alors, tout ça, c'est très technique, j'en suis conscient. Bon, moi, c'est des choses que je manie depuis des années, donc je suis à peu près à l'aise avec, mais j'ai vu dans la salle, alors je peux quand même le dire maintenant, je suis consterné, quoi. On parlait pas de la même chose. Par le niveau de compréhension, ouais. Mais non, le ministre répondait même pas à ce que je racontais. Il avait compris que je proposais qu'on émette des titres de dette, pardon, je sais que ça a été technique, beaucoup de gens ont du mal à suivre. C'était pas le sujet, un autre a dit, enfin, on a entendu, je vais pas être méchant, c'est pas mon style de faire le prof d'économie, je le suis pas, mais bon, je connais un peu le sujet, je me disais, ils ont dû mettre à la tribune des gens qui connaissent quelque chose pour essayer de répliquer,
Et non, en fait, non, pas du tout. Alors, ça donnait des choses extravagantes. Mejid El-Guerab, qui vient et qui fait comme si la dette de la Banque centrale, c'était la dette des gens, c'était de l'argent des gens, quoi, de leur caisse d'épargne et tout ça. Il s'agit pas de ça. Bon, donc j'ai été assez surpris par ce que j'ai vu pendant cet épisode. Ça, c'est pour le contexte. Est-ce que, en des termes assez simples pour que les gens comprennent, tu peux décrire les différentes solutions économiques qui s'offrent potentiellement à nous, à l'État, à l'Europe, sur cette façon de s'occuper de la dette? Ouais, voilà. Il faut que tout le monde comprenne juste un truc très simple. Quand l'État emprunte, alors il y a des gens qui achètent les emprunts de l'État, les obligations de l'État. Faut pas rêver, hein. C'est pas les gens qui chez eux se disent tiens, est-ce que je mets mes sous à la caisse d'épargne, ou est-ce que j'achète des obligations? C'est les banques qui les rachètent soit pour leurs clients en leur disant tiens, on va acheter des dettes de l'État, ou bien eux-mêmes pour des paquets qu'ils ont. Alors ils rachètent ça. Puis pour une banque, c'est un bon truc d'avoir les titres des dettes de l'État, parce que l'État, il sera toujours là. Si vous prenez une dette d'une entreprise, ça se trouve, elle ferme, elle fait banqueroute, terminé, il n'y a plus personne, et puis tu peux jeter ton papier à la poubelle. Ouais. Là, l'État, il sera toujours là, on sait où il est, il y aura toujours un ministère des Finances. Donc c'est assez couru, les titres de l'État. Alors, tous ces emprunts sont allés dans les caisses des banques privées. Une fois qu'ils y étaient, dans les caisses des banques privées, la Banque Centrale Européenne a eu peur à plusieurs reprises qu'il y ait une récession en Europe, donc elle a dit, comment empêcher la récession? Je vais donner des sous aux banques privées pour qu'elles le prêtent aux gens, puisque les statuts de la Banque Centrale Européenne interdisent qu'elles prêtent directement aux États. Alors là, la partie a racheté des titres de dette. Alors, il y a ce qu'on entend, l'État dépense trop, c'est la faillite et tout, puis la réalité, c'est que les banques, elles aiment bien garder leurs titres de dette d'État. Mais quand même, elles en vendent. Tant et si bien qu'on se retrouve dans une situation absolument incroyable où la Banque Centrale Européenne possède des milliers de titres de dette des États. Alors, je ne sais pas si vous arrivez vraiment à suivre là, parce que je sais que je croyais que c'était simple et que tout le monde, mais non, je comprends que c'est compliqué. Alors, donc tous ces titres de dette, ils sont à la Banque Centrale Européenne. Donc moi, je propose juste une chose, que la Banque Centrale Européenne, qui est une banque qui appartient aux États de l'Union Européenne, d'accord, décide que les titres de dette sont dorénavant perpétuels, c'est-à-dire, ils sont là, et pas de taux d'intérêt dessus. Et donc, ça les gèle. Donc, ça sort des comptes des États, puisqu'il n'y a plus rien à payer dessus, mais ça reste dans le bilan de la Banque Centrale Européenne. Elle peut dire, mais j'ai toujours mes papiers, ça vaut tant, ça vaut tant. Et puis, chaque année, s'il y a un peu d'inflation, ça vaut moins. Et à la fin, il ne restera plus rien. Ça, c'est la solution pacifique, tranquille et tout ça, pour régler l'affaire de la dette. Et en fait, cette idée, maintenant, elle a été reprise par pas mal de gens. L'ancien banquier central, Mario Draghi, le gouverneur de la Banque de France, qui a dit oui, il faudrait peut-être, alors ils appellent ça, il y a toujours des noms très techniques, mais ça revient à la même chose, annuler toute la partie de la dette qui concerne la période du Covid. Bon, c'est donc, c'est pas une solution loufoque ou pour parler crûment gauchiste, quoi, dire il y a une dette. Bon, non. La dette, en effet, il y en a plus, mais on explique techniquement pourquoi c'est possible, comment c'est possible, pourquoi ça coûtera rien à personne. Hein. Alors je sais bien que pour nous tous qui avons des dettes et qui les payons, on comprend pas très bien un système où ça coûte rien à personne. Mais c'est juste que parce que la Banque Centrale Européenne, c'est elle qui crée la monnaie, donc ça lui coûte rien et à nous non plus. Alors j'espère que ça on comprend. Alors si vous voulez, le reproche qu'on pourrait me faire, c'est de dire mais attends, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu as trouvé un moyen pour sauver le système, parce que demain il faut continuer. D'autant que moi je dis, si la dette de la France est annulée de cette manière-là, la France peut se réendetter. Bon, évidemment. Il viendra, ouais. Bon, alors évidemment, on pourrait me faire des reproches, disons, par la gauche. Mais alors là où j'ai été sidéré, c'est de voir qu'ils racontaient, mais pardon, ça m'ennuie, je veux pas faire le malin par rapport à eux, mais quand même, quand il y en a un qui me dit « mais vous allez mutualiser la dette, donc vous croyez à l'Europe », c'est tragique, c'est eux qui mutualisent la dette. Il y a une dette mutuelle. Ils savent même pas comment ils vont la payer. Vous savez que l'Europe a décidé de faire un paquet de plus de 500 milliards.
Bon, alors très bien, c'est la Commission européenne qui assume cette dette. Très bien, mais qui va la payer celle-là? C'est toujours de la dette. Qui va la payer? Ils l'ont jamais dit. Donc on n'en sait rien. Eh bien, j'aime mieux vous dire que cet argent-là, vous n'êtes pas prêt de le voir. Si bien que la Banque Centrale Européenne, elle commence à avoir peur en disant mais tout ça c'est des parlottes, il se passe rien, il n'y a pas d'argent qui circule. Donc on a appris qu'elle venait de décider de rajouter, à elle toute seule, elle a décidé 600 milliards, c'est-à-dire plus que ce que l'Europe va faire, la Banque Centrale toute seule. Alors tout ça, ça fait très politique de gribouille pour les gens qui suivent et qui comprennent ce qui est en train de se passer. Donc c'est très dangereux pour ceux qui aiment l'Europe. En principe, c'est pas à moi d'aller dire ça, hein. C'est qu'ils sont en train de mettre en danger toute la zone euro. Parce qu'à faire comme ça n'importe quoi, à pas trouver de solution, voilà. Alors, Jean, je pense qu'on est dans un moment de l'histoire, ça va secouer, hein. Ça va secouer. Puisqu'on est sur ce sujet des propositions au niveau européen, comment tu pourrais commenter les propositions du fameux plan de relance de la Commission européenne, ce qui est proposé en ce moment, à ce niveau-là? C'est compliqué on va dire, ah ben ça y est, jamais content. Ben non, je suis pas content, parce que d'abord ils ont mis un temps fou, et à la fin ils sont tombés d'accord sur une somme, hein. On va rester à la somme avant d'entrer dans le détail. C'est 580 milliards. Bon, tout le monde dit, oh là là, tous ces milliards. Enfin, la richesse d'une année que produit l'Union européenne, juste une année, c'est 12 000 milliards. Donc 500 milliards, c'est le trait du crayon. Hein, c'est rien du tout. Oui, bien sûr. Ça correspond à peu près, je crois que c'est quelque chose comme un peu plus de 3% de la richesse qu'on remet en circulation. C'est rien quand il y a un trou de 11%. Bon, je vais pas entrer trop dans les détails parce qu'après on se perd. Mais disons, ils ont décidé 600 milliards. Bon. Ouais. Alors après, tu commences à regarder d'un peu plus près. Un, ça fait pas beaucoup. Deux, tu découvres qu'une partie sera des prêts, le reste des subventions. Bon, ça veut dire encore de la dette pour les États qui vont acheter. Puis après, il va falloir la rembourser. On a dit oui, mais c'est la Commission européenne qui va endosser cette dette. Comme c'est la Commission, les gens y prêtent à très peu, pas cher. Bon. Mais qui va payer après? Alors ils l'ont pas dit. C'est pour ça que je dis que c'est pas un plan sérieux. Un plan où on décide d'emprunter sans dire qui va payer, ça tient pas debout. D'autant que l'Union européenne, elle a pas d'argent. Parce que le budget est très petit de l'Union européenne, c'est à peine 1% de la richesse. Et les gens ne se rendent pas compte, mais c'est rien du tout. Et avant, l'Union européenne, elle avait des ressources propres. C'est-à-dire de l'argent qui venait qu'à elle. Alors c'était les droits de douane aux frontières de l'Union. Ça représentait 60% des recettes et 40% c'était les contributions des États. Mais comme ils ont levé les droits de douane partout, il n'y a plus de recettes de douane. Donc maintenant c'est l'inverse. Les États payent 60% et les douanes ça rapporte que 40%. Alors sur les 60%, faut voir qui paye, hein. Nous les Français on paye beaucoup. Et on paye 9 milliards de plus que ce qu'on reçoit. Alors ça, les gens ne le savent pas trop. Donc nous, tous les ans, on donne 9 milliards cadeaux pour l'Union européenne. Alors, à 2 reprises, moi j'avais dit à la tribune, écoutez, tout le monde dit qu'on est pauvre, qu'on est fauché, qu'on est ruiné, on donne quand même 9 milliards. Donc on pourrait dire au moins, tant qu'on est fauché, on ne donne plus les 9 milliards. Alors Madame Loiseau, tout le monde a oublié qui est cette dame, mais à l'époque, elle était ministre de l'Europe. Alors elle était venue, elle avait dit, Monsieur Mélenchon, ces 9 milliards s'appellent la solidarité. Non, ça s'appelle la bêtise. Parce que tu peux pas être solidaire quand toi-même tu tires la langue. Et alors elle disait, oui, mais nous recevons la politique européenne agricole. Tant mieux, c'est notre argent, donc on nous donne rien, c'est notre propre argent qui fait le tour. Et alors quand elle a été candidate aux élections européennes, tout le monde a également oublié qu'elle était la tête de liste de la République en marche. Alors tout d'un coup, il y a changement de ton, elle avait dit, c'est une honte, on donne de l'argent à des pays qui nous font du dumping social et qui nous volent nos entreprises. Bon. Voilà. Alors, comme tout le monde s'en fout, que la politique est devenue très superficielle, quoi. Une chose, le lendemain autre chose, le surlendemain encore une autre. Mais ça compte pas, c'est pas relevé. Alors là, le plan de l'Union européenne, il est très faible. Il a fait peur à la Banque centrale qui a été obligée de rajouter encore de l'argent derrière parce que ça fait pas sérieux. Et puis après, il y a des choses qu'on ne peut pas dire non plus trop ouvertement, parce que ça fait des histoires, on doit dire nos amis allemands, le couple franco-allemand, alors on n'arrête pas, hein.
et cette chère Madame Merkel, patati patala, mais c'est pas vrai. Il y a en Europe une compétition entre l'Allemagne et les 3 autres puissances économiques européennes, dont la France, mais l'Espagne et l'Italie. Et comment dire, l'Allemagne reste un pays, la République fédérale allemande, dirigée par un gouvernement de coalition de la droite et des socialistes, reste un pays qui est animé par une volonté de puissance. Je ne leur en veux pas. C'est la volonté de puissance, ça va avec l'État-nation. Bon, les États-nations, ils veulent être puissants, ils veulent être forts, bon. Donc, il n'y a rien de très normal. Ce qui n'est pas normal, c'est que les Français, eux, ils n'aient plus aucune volonté de puissance. Ils se laissent dépouiller avec le sourire en disant, oui, c'est bien, c'est formidable, on va faire des chars avec les Allemands, on leur donne les méthodes, on va faire des avions, alors bon. Et tout part comme ça à volo, sans qu'il y ait la moindre protestation ou vigilance. Il ne s'agit pas tout le temps à gesticuler, mais bon, faire attention, qu'on ne se laisse pas tout prendre. Sur ces rapports entre les différents pays européens, est-ce que, sur un volet plus positif, est-ce que tu identifies de potentiels alliés sur la question de l'annulation de la dette? Alors on en a dans le moment, parce que le gouvernement espagnol, qui est fait de nos amis de Podemos, qui sont les insoumis espagnols, et du gouvernement socialiste, puisque là-bas nous sommes alliés, bon, j'en profite pour dire une petite méchanceté, mais ces socialistes espagnols sont vraiment pas malins, parce qu'avant ils n'ont pas voulu faire un gouvernement avec Podemos, pas question, jamais, c'est des gauchistes, c'est affreux, bon, et tout ça, ils ont provoqué des élections, on va aux élections, tout le monde a perdu des voix, les socialistes et nous aussi, et on fait un gouvernement à la sortie, donc les élections ont servi qu'à une chose, nous affaiblir, tout ça. Mais enfin bon, il faut un gouvernement, et il faut reconnaître que le contrat qu'on a passé avec eux est respecté. C'est-à-dire les choses qu'on avait mis dans le programme sont faites. Alors, notamment, ils ont fait cette proposition de transformation de la dette perpétuelle. En Italie, ils n'utilisent pas le terme, mais disons qu'en Italie, il faut comprendre qu'ils sont dans une attitude maintenant officielle de mise à distance de l'Union européenne qui est précédente. C'était la nation la plus favorable à l'Europe autrefois. Hein. Et maintenant, non, c'est très tendu. Alors pour nous Français, si notre politique était rééquilibrée, on serait avec les Italiens et les Espagnols en train de faire des couples, pas avec les Allemands, et puis avec la façade maghrébine. Alors ça, si tu dis ça, là, t'es mort, parce qu'ils ont quoi, les Arabes, bon, on connaît le racisme, bon, qui fait que les gens réfléchissent même plus. Ils n'ont pas compris une chose qui est décisive, il faut avoir l'histoire en tête. On ne gouverne pas des grandes nations, des vieilles nations comme les nôtres, sans avoir l'histoire en tête. Et il faut se rappeler que jusqu'à la chute du mur de Berlin, c'est-à-dire 1989 et 90, le démembrement de l'Union soviétique et du supposé camp socialiste, l'Union européenne, la frontière à l'Est, c'était l'Allemagne. Donc l'Allemagne, c'était le pays qui était au bout, en haut, au bout, et puis après, tout d'un coup, le mur s'effondre, l'Allemagne se réunifie dans un processus d'annexion de l'Est par l'Ouest, et 10 nations de l'Est de l'Europe rentrent dans l'Union européenne. Donc l'Allemagne qui était au bout est devenue le centre. Ouais. Et ceux qui sont au bout, c'est nous les Français, avec les Espagnols. Bon, il y a nous, puis après il y a les Espagnols, et puis c'est terminé. Mais du coup, toute, l'ère francophone, elle est du côté du Maghreb. Si nous, les Français, on avait voulu rééquilibrer, on aurait dû regarder comment travailler avec la Méditerranée. Alors, il faut dire, M. Sarkozy avait eu l'idée. Alors, il avait dit, bon, allez, on va ressortir un vieux projet qui existait avant. Il y avait nous autres, les Français, les Italiens, les Espagnols, les Portugais. On avait dû mettre les Grecs à un moment ou à un autre. Et puis, de l'autre côté, il y avait Libye, Tunisie, Algérie, Maroc et Mauritanie. Alors, ça s'appelait 4+5 et 5+5, enfin bref. C'était le petit bassin de la Méditerranée. Alors Sarkozy dit ça. Aussitôt, les Allemands ont dit, qu'est-ce que c'est cette histoire? On n'est pas d'accord. Bon, pourquoi vous allez faire votre tambouille entre vous? Non, il faut prendre toute la Méditerranée. Alors évidemment, à partir du moment où tu prends toute la Méditerranée, tu peux fermer la maison parce que c'est pas possible. Au milieu, il y a Chypre, c'est un sac de nœuds indémêlable depuis 50 ans. Il y a le conflit israélo-palestinien. Donc c'est impossible d'arriver à faire quelque chose de cohérent. Donc on s'est retrouvés, les Français, coincés là, sans stratégie politique. Et le Macron a essayé de faire un petit quelque chose, hein,
Et puis, pas de peau, c'est tombé qu'il y avait en même temps les événements de la Libye, où la France s'est pris les pieds dans le tapis, en se trompant d'alliés. Il y avait en Algérie le Irak et le changement de régime derrière M. Bouteflika. Alors on s'est retrouvé à rien pouvoir faire. On ne pouvait plus convoquer de réunion de chefs de gouvernement, parce qu'il y avait ni les Libyens ni les Algériens qui seraient venus. C'était pas brillant non plus en Tunisie parce que c'était agité. Donc, il n'y a eu plus rien. Et moi, j'ai assisté à une réunion dite de société civile de la Méditerranée à Marseille. C'était à pleurer, quoi, parce qu'il y avait des gens qui étaient venus de tout le Maghreb, mais les Français étaient pas vraiment présents. Et puis, on se demandait ce qu'on était en train de faire là, quoi. Donc, tu vois, toutes ces questions sont liées entre elles. Oui, bien sûr. Économique sans géopolitique, ça n'existe pas. Il y a que c'est ceux qui se racontent des histoires gentilles là qui croient ça. Pour revenir peut-être au niveau national sur cette question particulière de la dette, pour le coup, au niveau des alliances et des alliés de circonstance, ils ont été plutôt surprenants dans la période passée. Tu en as cité quelques-uns, notamment dans ton discours à la tribune, Bayrou, d'autres, Alaminck, je crois. Qu'est-ce que tu as pensé de ces ralliements sur la base d'une idée qui sont quand même plutôt rares et donc notables? C'est un ralliement, ça serait pas juste de parler comme ça. Parce que ces gens ne sont pas du tout ralliés ni à la France insoumise. T'as avancé l'idée dans le contexte. Oui, ça c'est vrai. Mais il y a le fait que tous ces gens sont des gens qui prennent peur pour notre pays, qui se rendent bien compte que tout ça va partir dans le décor. Donc c'est des gens qui ont quelqu'un comme Bayrou, moi je suis en opposition politique complète avec lui, mais c'est quelqu'un qui vit l'histoire de France, qui la connaît, qui est en plus un spécialiste de périodes particulièrement troublées, les guerres de religion, et le roi Henri IV, il est maire de la ville de Pau, et pour lui tout ça a beaucoup de sens. Puis il y en a d'autres. Le gouverneur de la Banque de France, c'est un gars qui voit bien que ça va mal tourner. Et quand je dis mal tourner, j'ai même cité Roux de Bézieux, disant on va passer de la crise sanitaire à la sociale le patron du MEDEF. Oui, c'est le patron du MEDEF. Alors c'est quasiment sa phrase, c'est quasiment les mots de notre petit livre L'Engrenage, qui dit voilà comment ça va se passer. C'est un engrenage. On va passer de la crise sanitaire à la crise sociale, économique et politique. Alors moi, j'analyse leur comportement comme celui d'hommes qui prennent conscience du danger. Les autres, pardon, mais ceux que j'ai vus dans l'hémicycle, c'était pitoyable, quoi. Ils répètent des cours de sciences éco de première année, comme si, il n'y avait pas tout ce qui se passe autour de nous. Sur l'hémicycle, il y a maintenant 10 groupes. Est-ce que dans le débat, il y a eu quand même, des positions intéressantes, des échanges surprenants ou... Un des groupes, le 10e groupe là, qui est issu des marcheurs, qui nous a soutenus dans les votes du texte de loi de Corbière. Les frais bancaires. 6 groupes sur 10. Ouais. Pour nous, après, les gens qui prenaient position, oui, c'était curieux, c'est plutôt individuel. Dupont-Aignan, d'accord avec nous. Hutin, d'accord avec nous pour le groupe socialiste. Les s'abstenant. Faut se rendre compte que pour que des socialistes s'abstiennent sur un texte, faut reconnaître que le texte comme on l'a écrit, on aurait pu être plus en... on a été un peu tranchant, mais faut bien comprendre que chaque fois qu'on fait des efforts pour dire tiens, on va mettre ça donne rien du tout, en plus nous, quoi. Alors oui, j'ai trouvé intéressant la position des socialistes parce qu'ils s'abstenaient, les gens qui ont voté pour nous. Donc une partie du groupe socialiste s'est abstenue et le reste a voté avec nous. Et puis il y a évidemment, comme toujours, on vote ensemble les communistes et les insoumis. Je sais pas maintenant, on compte sur les doigts d'une main les votes où on vote pas pareil, communistes et insoumis. C'est comme ça. Moi je m'en réjouis, mais je pense que c'est un fait qui mérite d'être signalé parce que la plus grande proximité. Et honnêtement, les communistes aujourd'hui ils défendent pas la révolution socialiste. Et la collectivisation de toute l'économie, c'est plus leur ligne politique. Donc là, on a un pôle de rupture, on va dire, avec l'économie capitaliste et libérale, qui au total fait 33 députés. Ouais.
Bon, c'est-à-dire à peu près autant que les socialistes quand on nous met ensemble communistes et insoumis. Je trouve que ça c'est intéressant par rapport évidemment au calendrier électoral qui s'annonce. Ouais. Sur ce qu'on disait tout à l'heure, l'annulation de la dette, c'est retrouver un peu d'air, un peu de marge de manœuvre pour l'État notamment. Est-ce que, en quelques mots, parce qu'on n'a pas énormément de temps, mais est-ce que tu saurais dire quelle pourrait être la politique économique de relance, pour parler comme ça, insoumise, quoi. Ouais. Bah, déjà, on ferait pas comme eux, ils saupoudrent. Et des fois, c'est aberrant, quoi, parce qu'ils utilisent toujours des arguments du genre, on donne de l'argent à l'industrie automobile, beaucoup, pour acheter des voitures. Tu as le président de la République qui se transforme en marchand de voitures et qui vous annonce les remises que vous aurez sur vos automobiles. Bon, puis après, t'es là, tu regardes tout ça, tu te dis combien on va mettre 8 milliards là-dedans. 8 milliards, il n'y a qu'un problème, c'est que 17% des automobiles sont fabriqués en France. Donc c'est de l'argent, je suis pas contre, hein, mais on le donne pour faire produire des voitures ailleurs. Alors, donc c'est aberrant. Et puis surtout si on dit, faudrait un peu maintenant revoir notre rapport à l'industrie automobile, pas pour l'annuler, mais pour que l'industrie automobile fasse le saut technologique qu'elle doit faire si elle veut continuer à être une industrie. Puis d'ailleurs, c'est même pas si elle veut ou pas, on s'en fout. La question c'est qu'on en a besoin. Les gens vont pas renoncer à l'autonomie automobile. Bon, donc quelle automobile faut-il fabriquer? Alors ils sont tous là avec l'automobile électrique. Il y a eu une polémique sur le sujet parce que nous, les insoumis, on pense que la voiture électrique, si c'est pour y foutre des piles à lithium qu'il faut aller chercher ailleurs, si c'est pour construire des centrales nucléaires, c'est pas une bonne idée. Alors, donc notre façon de dire à nous, c'est essayer de trouver d'abord un mix pour produire de l'électricité et pas être dépendant du nucléaire. Et quant à l'usage de cette électricité pour ce qui concerne les voitures, on pourrait imaginer des voitures à pile à hydrogène, parce que c'est encore autre chose, hein. Donc on fait un saut technologique. Ça c'est valable, parce que quand tu as des voitures à hydrogène, tu peux tout d'un coup dire, écoutez, nous, on prend les voitures à hydrogène parce que ce qui sort du tuyau d'échappement d'une voiture à hydrogène, c'est de l'eau, c'est de la vapeur d'eau. Donc nous, on veut plus de vapeur d'essence. Donc tous ceux qui viennent avec des bagnoles à l'essence, vous rentrez pas parce qu'on veut pas de vous. Alors là, évidemment, tu changes tout. Tu fermes ton marché intérieur et puis tu peux, toi, aller vendre tes voitures à hydrogène partout. J'ai vu que c'était ce que les Chinois avaient décidé de faire parce que ça leur paraît plus économe en électricité de produire de l'hydrogène. L'hydrogène, là, on ne dépendra plus de personne. C'est plus la peine d'aller faire des guerres tout le long des pipelines parce que pour fabriquer de l'hydrogène, on met de l'électricité dans l'eau et puis voilà, ça donne de l'oxygène et de l'hydrogène. La fabrication c'est super basique. Et puis il y en a autant qu'on veut. Alors ça c'est un exemple, les sauts technologiques. J'en donne un autre. Si on planifiait, au lieu de faire comme ça du saupoudrage, 20% de la flotte dans ce pays se perd dans son transport. L'eau, ça va devenir un matériau disputé et rare. Il y a déjà des émeutes de la soif dans le monde. Donc il faut prendre des précautions. Donc allez, on va refaire les tuyauteries. Ça tombe bien, on a une usine en Meurthe-et-Moselle, on sait le faire. Et les tuyaux, on me demande pas pourquoi, parce que je connais pas tous les détails techniques, mais c'est des tuyaux meilleurs que les autres. Alors ils sont galvanisés, tout ça, il y a je sais pas quoi, enfin un produit comme de la céramique qui est autour. Bon, donc c'est un produit plutôt bien. Et bien évidemment, qu'est-ce qui se passe? Saint-Gobain en veut plus. Ils voulaient vendre ça à qui? À des Chinois. Donc tu t'imagines, non seulement on va leur demander de nous donner des marques, mais même des tuyaux, on saurait même plus faire des tuyaux. Bon, alors mais là on pourrait dire, allez, on va en produire je sais pas combien de milliers de kilomètres, et en avant ça fait du boulot pour des gens. Donc ça serait ça une politique de déconfinement économique et d'animation de l'activité économique. Mais pour ça, il faut planifier. Alors voilà, c'est toujours le mot qui leur plaît pas. Bon, on s'en fout du mot, nous on veut bien appeler ça comme ils veulent. Moi je connais pas une entreprise qui planifie pas, ça n'existe pas. Il n'y a pas un grand groupe commercial mondial ou industriel mondial qui est bien obligé de planifier, puisqu'ils font venir des pièces de partout dans le monde, donc ils doivent organiser ça. Donc c'est pour dire que tous les prétextes sont bons, tantôt c'est le mot, tantôt c'est autre chose, pour en fait leur permettre de quoi faire? Rien. Parce que qu'est-ce qu'ils font? Rien. Ils attendent que le marché produise spontanément. Bon, moi je connais personne, mais oui, je connais personne autour de moi qui est en train de me dire formidable, moi justement je vais acheter une voiture, alors mon vœu, je suis content, maintenant je vais pouvoir acheter une voiture parce qu'il y en a plein à vendre. Personne raisonne comme ça. Les gens sont plutôt en train de faire des économies parce que d'instinct, il semble que ça peut mal tourner économiquement.
Merci beaucoup. Je pense qu'on va s'arrêter là. Juste pour conclure, est-ce que, comme président de groupe et après avoir passé la journée en hémicycle, tu avais fait un post de blog sur le sectarisme, macronisme après la commission, après la journée en hémicycle, quel est ton sentiment? C'est insupportable. Insupportable. La ministre, elle répond, bon, elle n'est pas d'accord avec nous, c'est le gouvernement, on est l'opposition, c'est normal, bon, elle donne des arguments. Mais quel besoin de mettre sans arrêt des remarques blessantes, oui, nous sommes efficaces. Il ne suffit pas de se faire plaisir avec des lois. Bon, bah, c'est pas qu'on se fait plaisir, c'est qu'on est là pour ça. C'est un parlement, le parlement vote des lois et il parle. Donc, s'ils veulent qu'on se taise et qu'on vote pas de loi, bah, faut fermer le parlement. Elle se rend même plus compte de ce qu'elle dit. Et puis, après, c'est toujours de l'humour à deux balles. L'autre qui me dit, oui, alors vous êtes devenu fédéraliste européen. Il me demandait de quoi il me parlait. Parce que vous voulez mutualiser les dettes. Ma pauvre dame, c'est vous qui les mutualisez, c'est pas moi, vous avez rien compris à ce que j'ai raconté. Donc il y a un côté très méprisant, quoi. Hein. Par exemple, il y en a un autre, quand on a fait ce matin, c'était Daniel Obono qui a présenté le texte. Alors le gars du Modem, il dit, oui, alors Mélenchon, je sais pas pourquoi il s'en est pris à moi, a pensé que c'était un créneau l'écologie. Ben non, on parle comme ça, je sais pas que je pense c'est un créneau. Ça relève de leur vision, quoi, de la politique. Ouais, c'est ça. C'est un marché pour la politique aussi, et donc il faut prendre des bons créneaux. Voilà, donc c'est assez pénible. Il y a des moments intéressants, quand tout d'un coup les gens se mettent à être sérieux. Hein. Mais sinon, bon là tout à l'heure encore, c'était le texte. En ce moment, c'est le texte de Loïc, j'étais dans l'hémicycle. Bon, à la tribune, ils lui mettent dur, quoi. Hein. C'est normal, hein, ceux qui sont de la majorité défendent les positions du gouvernement. Voilà, j'espère que c'était sympa à regarder. Je sais pas s'il y a eu des gens, parce que pour nous c'est un réconfort hein, quand les gens regardent, quand on nous dit. Je vois des commentaires passer sur mon fil Facebook. Alors bon, bah ça donne du courage, parce que sinon. Hein. Sinon c'est dur. Merci beaucoup Jean-Luc. Ok. Bonsoir à tout le monde. Je Salut.